Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Heure de Bilan consacré ce soir au département des sports. L'année 2025 aura été marquée par de nombreux chantiers, un travail engagé sur les infrastructures et une politique sportive qui cherche à structurer durablement l'ensemble des disciplines. Rénovation des stades, mise à disposition d'équipements, accompagnement des fédérations, développement du sport pour tous, mais aussi réflexion autour de l'organisation des compétitions internationales. Autant de sujets qui occupent aujourd'hui l'action publique. Pour dresser un bilan et présenter les perspectives pour 2026, nous recevons ce soir le ministre des Sports. Il s'agit de Keyamou Bogola Haba. Avec lui, nous reviendrons sur l'état d'avancement des projets prioritaires, les enjeux de gouvernance et les ambitions qui portent le mouvement sportif guinéen. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue dans l'émission Heure de Bilan. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Mamadi Teranka Bissoko, bonsoir. Bonsoir à Bakar Kondé, bonsoir à notre invité. Monsieur le ministre, première question. Comment définirez-vous l'année 2025 pour le sport guinéen? Pour moi, l'année 2025 est une année très satisfaisante. C'est l'une des meilleures années dans le parcours historique de notre ministère, depuis d'ailleurs notre indépendance. Parce que c'est l'année où nous avons pu faire le bond en termes d'investissement. Vous savez que le sport est en refondation. Et qui parle de refondation et parle d'investissement dans le sport. Depuis forcément les 20 dernières années, pratiquement le budget de notre ministère était consacré uniquement à l'accompagnement de nos équipes nationales. Pratiquement 90% de nos budgets sont alloués à cela. Et donc, pas d'investissement au niveau national, ce qui a fait dégrader complètement nos infrastructures que vous avez, sportives, et qui, pas d'infrastructures, nous les avons catégorisées à deux niveaux. Et les infrastructures de proximité pour le développement des disciplines sportives, nous n'en avons pas. Comme vous prenez, nous avons une cinquantaine de fédérations. Le football dans les quartiers manquait d'infrastructures au niveau de la haute compétition et pas de stade homologué. Au niveau des autres disciplines, c'est la même chose. Le basketball, le handball, le volleyball, le tennis et l'ensemble des autres disciplines, y compris d'ailleurs la discipline telle que le golf, nous n'avons pas encore de terrain. Donc, ce qui veut dire depuis notre indépendance, nous n'avions pas commencé à investir énormément dans le sport. Et je peux vous le dire que cette année, ça a commencé et nous voulons remercier le président de la République parce que de 400 milliards de budget que nous avions quand nous sommes arrivés au ministère des Sports en 2024, oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous allons terminer l'année autour de 1500 milliards en termes d'investissement. Ce qui fait plus de 46%. Et si aujourd'hui, donc, comparé, évidemment, parmi les priorités, si c'était je crois, dans les budgets, c'était environ le 26e ou 27e ministère en 2024. Mais à date d'aujourd'hui, je peux vous le dire que cela fait partie des budgets des 10 premiers budgets de l'année, ce qui veut dire que ça devient une priorité nationale pour le président de la République, pour le gouvernement et pour tout le peuple de Guinée. Et ceci aussi nous a permis, c'est l'année où nous avons aussi commencé en réalité à faire de la diversification sportive une réalité. Ce n'est plus le football aujourd'hui notre la seule discipline qui occupe même si c'est le sport roi, même si c'est le sport roi, mais qui occupe la jeunesse. Et vous avez le basketball qui, après 2024, où nous avons passé sa refondation, met tout à plat en les retirant et l'agrément et la délégation de pouvoir et créer et faire un nouveau bureau ex nihilo en faisant créer une assemblée sur la base de l'existant. Et aujourd'hui, le basket est au niveau du toit de l'Afrique. Vous avez suivi la dernière fois, pour la première fois, vous avez l'équipe guinéenne qui a battu l'équipe du Rwanda, l'équipe de la Tunisie, l'équipe évidemment du Nigeria. Et nous sommes le seul pays africain dans la qualification pour la Coupe du Monde à évidemment avoir 3 victoires pour les 3 premiers matchs. Au niveau des sports de combat, nous sommes avec le judo,
la troisième nation d'Afrique, derrière les deux pays maghrébins. Au niveau du karaté, nous sommes la première nation en Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir aussi au niveau de la boxe. Au niveau du sambo, nous sommes aussi parmi les 6 premiers au niveau africain. Et vous allez aussi constater que l'ensemble des disciplines comme le tir à l'arc, qui sont des sports extrêmement importants, et nous sommes leaders en Afrique. Et donc, alors ça, nous avons donc 2 grands changements importants aujourd'hui dans notre paradigme. Les investissements ont augmenté. Le deuxième changement, c'est que la diversification est devenue une réalité. Vous venez de constater aussi qu'on vient d'organiser la première Coupe d'Afrique des Nations en natation, et une première en eau libre, une première, et que nous avons d'ailleurs sécurisé pour les autres années à venir. Et l'autre, dans la diversification même aussi, au sein même du football, nous avons fait aussi un travail important de créer 3 fédérations. Vous savez, toute la concentration au niveau du football était sur le football classique, c'est-à-dire le grand poteau. Et forcément, donc cette année, nous avons créé la fédération de mini-football, et qui permet à ceux qui n'iront pas au niveau au haut niveau dans le football classique, évidemment d'avoir aussi une offre. Et donc la fédération de mini-football a été créée, et leur première expérience en Coupe d'Afrique qui s'est tenue en Libye a démontré que nous avons un grand potentiel, et ce potentiel-là est normal parce que avant, comme nous n'avions pas de terrain homologué avant, nos jeunes sont habitués à jouer dans le quartier. Alors il faut formaliser cela, et c'est pourquoi le mini-football est venu comme une solution pour occuper une bonne partie de nos jeunes, et ça nous étions, je crois, 4e en Afrique, ce qui est une très bonne chose. Et de l'autre côté, nous venons aussi de valider toujours dans la famille du football, le football petit poteau, Bundes, et nous profitons, ces jeunes, ils sont aujourd'hui à Korogo, et qui nous permettra, la différence, c'est que vous connaissez le Bundes, le terrain est beaucoup plus petit, il n'y a pas de gardien, et c'est comme ça, parce que comme nous n'avions pas d'infrastructure sportive, nos jeunes avaient commencé vraiment à valoriser le sport de rue, et il faut formaliser cela en créant une fédération. Donc, simplement au sein de la famille seulement du football, nous avons déjà 3 fédérations. La fédération que nous avons l'habitude de faire face, qui avait ses problèmes et que nous continuons de redresser. Qui traverse mais aussi, des crises. Oui, nous allons parler dans la question de la gouvernance des fédérations, qui est aussi une très grande chose, qui est un gros travail que nous avons abattu. Donc, nous avons déjà 2 fédérations là. Nous sommes allés vers aussi de nouvelles fédérations qui n'étaient pas pratiquées, telles que le e-sport. Nous avons lancé donc en 2025, par exemple, le e-sport, et qui permettra évidemment de valoriser l'occupation saine des jeunes au niveau évidemment du digital. Et ça, vous avez suivi le lancement des premières compétitions qui a eu lieu au chapiteau au mois de juin, et évidemment en fin d'année, novembre, vous avez eu ça aussi à Radisson. Donc, 3 choses importantes. La diversification est maintenant une réalité, et l'ensemble des fédérations peuvent le témoigner. Un investissement est en train d'être fait pour que toutes les fédérations puissent être en activité pour occuper seulement la jeunesse. De l'autre côté, les investissements au niveau national ont commencé à croître, et nous demandons au peuple de Guinée, au Parlement, donc le CNT qui nous a appuyé, le gouvernement, évidemment le président de la République en premier, de continuer cet élan pour nous permettre de redresser, de faire cette refondation pendant la période de 3 ans que nous sommes donnés. C'est un budget global, un plan Marshall de 8 000 milliards qui nous permet de faire ce redressement en 3 ans. Comment? C'est-à-dire, nous avons fait 5 grands programmes, et pour le moment, c'est le premier programme que les Guinéens connaissaient, c'est le programme de la COCAN, c'est-à-dire le programme de construction des stades pour les hautes compétitions, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui dans ce programme, il y a 8 stades, dont 2 grands stades de plus de 40 000 places, donc le stade de Nongo, donc l'investissement terminé 2025, comme vous le savez, sera disponible au premier trimestre de 2026, et ça, nous sommes très heureux, nous remercions évidemment le président pour cela. Le stade du 28 septembre, évidemment, qui va finir à 18 000 aussi, comme vous pouvez le constater, ça va finir aussi dans la même période.
Et puis vous avez, alors il reste 7 stades, 6 stades à construire, dont le stade le plus grand, il doit être un stade de 50 000 places. Et je peux profiter de l'occasion pour vous dire que nous avons d'ailleurs lancé les travaux depuis, je crois, 7 semaines du côté de Kansoya, à Dunia, à Wonkifon, et en collaboration avec la SONAPI, pour lancer ce grand stade qui sera vraiment le plus grand fleuron et qui pourrait peut-être abriter la finale si nous organisons une Coupe d'Afrique. Et ça, ce projet va commencer pratiquement en 2026. Mais déjà, les travaux avec la communauté de Wonkifon, de Koya et de Kansoya, ils ont fait, évidemment, comme notre culture le demande, les sacrifices à Koya, à Wonkifon et sur le site. Et les travaux de 12 km de route pour pouvoir accéder au site ont commencé. Il nous restera donc les 5 autres stades à Zérekouré, Kankan, évidemment Labé et Kindia et Bokeh. Et c'est tout nous permet d'être à jour pour ce programme. C'est un programme COCAN, mais maintenant là c'est seulement en 2023 et que ce programme a effectivement commencé. Mais les décaissements et la mobilisation des fonds, tout ça, c'est à partir de 2024, avec un programme extrêmement précis, c'est-à-dire avant, ces stades, on n'avait pas un plan de retour sur investissement, mais cette fois-ci, nous avons créé une direction générale de Nimba Sport qui sera chargée, évidemment, d'exploiter en partenariat avec le secteur privé et ces grands stades pour pouvoir non seulement faire la maintenance, mais aussi pour pouvoir rembourser un retour sur investissement, la dette qui est aujourd'hui, que nous allons emprunter, que nous avons d'ailleurs négocié avec les banques privées, avec la garantie de l'État. Ça, c'est le premier programme. Maintenant, il y a 2 autres programmes qui sont nécessaires que nous demandons, évidemment, c'est le développement du sport scolaire. Le programme de développement du sport scolaire, c'est un programme ambitieux. Chaque école devra avoir ne serait-ce qu'une infrastructure, un entraîneur, une collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire, donc le sport scolaire, pour que ce programme soit financé. C'est un programme qui nous demande environ, ça va demander 2 000 et 3 000 milliards pour les 3 années à venir, si nous voulons doter l'ensemble de nos lycées et de nos écoles primaires de type élevé en infrastructures sportives. Je ne parle pas que de football, je parle bien d'infrastructures sportives comme les terrains de basket, de handball, de natation, ou sur toutes les disciplines. Et là, quand l'enfant, après le lycée, donc normalement à 16 ans, il doit devenir professionnel, il va à l'université. Aujourd'hui, nos universités n'ont pas de capacité de réception. Votre enfant qui a passé donc l'académie à Conakry, et s'il est muté à Kankan ou à Bokeh, à Zérekouré, il devrait continuer son cursus scolaire et universitaire, mais aussi sa carrière professionnelle. Mais aujourd'hui, nos universités n'ont pas cette capacité. Nous avons donc un nouveau programme aussi qui lance dans ce sens pour les universités. Et le dernier, c'est dans les garnisons militaires. Il faut évidemment lancer au niveau du sport militaire et dans les collectivités, les communes. Donc ce sont ces programmes que, si ces 5 programmes sont lancés en accord, donc le programme COCAN pour les sports, pour les infrastructures de haute compétition et le développement avec les stades de proximité dans les collectivités, les communes, mais aussi dans les écoles, dans les universités, dans les garnisons. Alors nous aurons 3 ans d'investissement extrêmement important. Et là, ça devait commencer par la première année. Et la première année fait vraiment 2025, où nous sommes partis à plus de, comme je vous ai dit, 400 milliards à plus de 1000 milliards. En termes de décaissement d'ailleurs, de négociations et les projets faits. Et ce que je peux vous dire aussi, par la grâce de Dieu, toutes les études de faisabilité, parce que qui parle de décaissement, vous savez, le taux, vous vérifiez tous les ministères, chaque ministère a ses problèmes. Mais donc, pour pouvoir arriver à une telle prouesse en un an pour atteindre ce niveau, il faut être capable de faire les études de faisabilité, les conceptions, les validations par les bureaux de contrôle, la CGP, et négocier le financement, le fundraising, et en même temps faire approuver et obtenir les garanties de l'État. D'accord. Et ça, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous les cadres du ministère, parce que nous avons transféré pratiquement notre ministère en bureau d'études. Ils vont être remerciés vers la fin de l'émission. En attendant, on va avancer sur les questions. Oui, Kamisoko, votre première question pour Monsieur le ministre, vous avez évoqué beaucoup d'investissements dans le domaine du sport pour un peu qualifier l'ensemble des disciplines sportives. Mais moi, ce qui me préoccupe d'abord, c'est le sport roi, le football.
Vous avez fait mention des rénovations des stades de Nongor et de stade du 28 septembre, mais il se trouve que le rapport d'évaluation récent qui a été fait par une mission d'inspection de la CAF et de la FIFA est accablant. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses à régler. Qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour que ces deux stades soient à jour? Parce que lorsqu'on prend la question du tunnel, par exemple, à la construction du stade du 28 septembre, le tunnel était à l'extrémité. Et aujourd'hui, les exigences voudraient que le tunnel soit au centre. Au beau milieu. Et ça veut dire qu'il y a un risque que la tribune aujourd'hui soit en partie démolie. Et comment vous gérez une telle situation? Donc, la première des choses, je voulais d'abord clarifier. Et depuis que nous avons commencé à gérer ces infrastructures, la première chose que nous avons fait, c'était de faire participer toutes les parties prenantes dès le début et faire des évaluations régulières au fur et à mesure. Nous ne voulons pas attendre la fin des travaux pour pouvoir le faire. Donc, cette mission, c'est à notre demande que nous avons demandé à la FIFA et à la CAF de venir évaluer, évidemment, de faire ce qu'on appelle une pré-inspection avant la fin des travaux. Et donc, à la date d'aujourd'hui, tout ce qui se dit, ce sont de la spéculation. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a eu un rapport officiel de la mission de cette mission-là. C'était une mission ouverte. Évidemment, les uns et les autres, dans les discussions-là, ont dû peut-être entendre des mots pour dire « il y a tel problème ». Le rapport n'est pas accablant. C'est lui qui le dit, il a menti, ce rapport n'existe pas. Il y a une quinzaine de points améliorés. Oui, donc c'est pourquoi d'ailleurs, je peux vous le dire, les vrais problèmes qui se trouvent là-bas, il n'y a que 2 points. Extrêmement important, parce qu'il faut être transparent avec le citoyen. C'est le principe de redevabilité. C'est le principe de la redevabilité. Il y a 2 gros points qui sont soulevés. Et le premier, c'est la question de l'encombrement du stade. Tout le monde le sait qu'il n'y avait qu'une seule porte de sortie. La seule sorte de sortie, c'est celle qui nous fait sortir vers la terrasse sur la route vers Gamalia, vers la route de Caporo. Alors, et donc, il faut que nous trouvons au moins 9 portes minimum. Et vers l'axe, l'autoroute, il nous faut trouver des portes. Et qu'il faut qu'il y ait une route à ce niveau. Donc, ce qui veut dire que il nous faut trouver, ils nous ont demandé de bitumer la route entre le chemin de fer et la cour. Nous avons un espace de plus de 10 mètres, mais qui est aujourd'hui occupé par, évidemment, des vendeurs de pièces de réchange et tout ça. Donc ça, c'est l'un des travaux, il faut absolument le faire et ça demande une coopération de la population, une population des autorités pour que, évidemment, cette route passe de ce côté et que nous ayons des sorties vers l'autoroute. Ça, c'est l'une des recommandations confidentielles que je suis obligé de le dire, c'est la plus. De l'autre côté, vers Dixine, il faut également que tous les magasins dégagent de ce côté et qu'il y ait les portes qui sont prévues s'ouvrent à ce niveau. Et en face de l'esplanade, c'est la même chose. Donc, ce sont ces encombrements qui sont d'abord la première recommandation forte, c'est comment faire pour que nous puissions avoir l'ensemble des portes et que le lieu soit dégagé. Ça, c'est cela. La deuxième recommandation forte, qui était celle de dire, est-ce que les joueurs vont continuer de contourner en utilisant les ailes, parce que nous avons effectivement à la construction en 1964, nous avons uniquement que les deux. Est-ce qu'au milieu, nous pouvons permettre évidemment que les joueurs puissent rentrer à partir du milieu? Des solutions sont possibles. Soit ils montent l'escalier, ils descendent, c'est possible. Donc, ça ne va pas nous faire perdre de poids. Donc, c'est des discussions qui sont en cours. Ou carrément, on rapproche les vestiaires entre eux pour ne pas que les joueurs marchent beaucoup pour sortir. Et la question pour dire que la résistance, si nous devons ouvrir le tunnel, nous devons faire l'étude pour savoir si la structure tient la route et si ça peut tenir, parce que nous avons quand même maintenu l'architecture originale, parce que c'est un patrimoine national qu'on ne peut pas évidemment casser, parce que le stade du 28 septembre, c'est un monument, c'est une histoire, et il faut maintenir l'architecture comme ça se doit. Donc ces études sont en cours, c'est pas un grand problème, c'est plus de 3 mètres, c'est 3 mètres, non, c'est pas un gros problème. À part cela, tout le reste, l'éclairage public, l'éclairage a été testé, la sono, le design, la pelouse, parce que le stade, c'est surtout la pelouse. Et la pelouse, aucun point sur la pelouse.
Vous avez les vestiaires. Les vestiaires, c'est des questions de nivellement qu'il faut juste poser. Vous avez aujourd'hui les 16 individuels qui tiennent la route. Et aujourd'hui, vous avez les 40. Vous avez l'espace entre les deux joueurs. Tout mesuré, il n'y a aucun problème. La question, est-ce que nous avons besoin d'enlever le truc avant de mettre les bancs dessus? Je crois que ça, c'était pas une question. Ce sujet n'a pas été, c'est pas un sujet qui a été posé. La question, par exemple, de l'accès, ils ont dit aussi que c'est un peu très haut. Est-ce que aujourd'hui on peut le mettre à un niveau d'1 mètre? Parce que cette question, on le met d'abord pour un début à ce niveau pour ne pas que les spectateurs aient accès à la pelouse. Maintenant, comme nous sommes dans une phase d'éducation de notre public, et quand tout cela sera fait, on pourra enlever, évidemment, et mettre à un niveau, à condition que nous soyons sûrs qu'il n'y aura pas, évidemment, de violence permettant d'accéder au stade, évidemment, pour sécuriser les joueurs. À part cela, il n'y a aucun problème. Les deux grands problèmes, c'est d'abord comment dégager l'ensemble des occupants, parce que nous avions fait de ce bijou un marché depuis des années. Il faut donc régler cette question où chacun venait s'installer comme il veut. Et est-ce que les premières démarches sont en cours pour que ces gens-là... Les démarches sont en cours et je crois que la sensibilisation fait partie et nous sollicitons, nous demandons plutôt à l'ensemble de la presse, au lieu plutôt d'indexer les autres, de nous aider à ce que la sensibilisation passe et que chacun accepte de libérer l'espace et pour que le peuple de Guinée puisse déjà bénéficier de ce stade. Donc de l'autre côté, il n'y a vraiment pas de problème, tout évolue très bien. Et d'ailleurs, nous avons ce côté de Nongo, évidemment c'est la même chose et je crois que vous aurez un édifice de très haut niveau et de très haute qualité qui va bientôt nous livrer ce que nous avons espéré. Le général Lansana Conté l'a voulu et grâce à son père, nous allons avoir vraiment le vrai stade général Lansana Conté dans les jours ou semaines à venir. Alors, vous avez parlé de ces stades, mais vous n'avez pas entendu parler des projets d'Arena. On en est à quel niveau? C'est maintenant. Oui, effectivement, c'est pour ça aussi, il faut clarifier ça avec le public, parce que tout le monde parle de l'homologation, que nos équipes de football ne jouent pas ici. Mais c'est la même chose aussi pour les autres disciplines. Le handball, le basketball, le volleyball, ils n'en ont pas aussi. Et donc, mais comme ce n'était pas des sports rois, le public n'en sait pas. Donc, pour aussi résoudre ce problème, nous avons prévu au stade du 28 septembre un aréna de 6 000 à 10 000 places dont l'espace dépendra de la discipline. Si vous avez affaire avec le handball ou évidemment le mini-football, l'espace, ça sera pour 6 000. Si vous avez affaire au basketball, je crois que ça sera 9 000. Et les sports de combat, même chose, parce que, et là, nous aurons le premier aréna en République de Guinée, et tout cela sont validés. Je pense que par la grâce de Dieu, évidemment, ça va sortir de terre en 2026. Ça sera 2027, toujours au stade du 28 septembre. Parce que c'est important que ça soit. Et quelle va être sa composition? Quelles sont les disciplines? Oui, c'est ce que j'ai dit. Toutes les autres disciplines, les sports de main, quand on parle de sports de main, peuvent avoir leur compétition de haut niveau là-bas. Le basket, le volley, le handball, les sports de combat, parce que évidemment ils peuvent tenir là-bas, et évidemment mais aussi même le football de salle peuvent se tenir là-bas, ou le mini-football, parce que ce que nous avons tenu à ce que l'Espagne connaisse 50-36, ça peut nous permettre d'organiser tous les autres là-bas. Donc, ça veut dire que si cela est fait, la Guinée pourrait abriter toute compétition, y compris les compétitions de balles, qui sont approuvées par le NBA, évidemment. Oui, donc, question. Monsieur le ministre, je m'intéresse un peu à votre budget. Vous avez dit que votre budget est passé de 400 milliards à plus de 1000 milliards, mais n'empêche que vous avez aujourd'hui des difficultés de décaissement. Cela s'explique par quoi? Parce que aujourd'hui, on se rend compte que les cadres qui vont souvent en mission, et même les équipes nationales, quand elles sont en mission, il y a des problèmes liés à leurs frais d'hôtel, à leurs primes, et même ceux qui ont été récemment en mission n'ont pas perçu leurs primes. Qu'est-ce qui explique cette difficulté à décaisser les fonds? C'est une question extrêmement importante et qui est très structurelle. Et donc, quand je vous parle d'augmentation de notre budget, la plus grande partie de l'investissement, de la croissance
est venue de la ligne investissement. La ligne investissement, nous venons de parler des stades de haut niveau, mais aussi à les stades de proximité dans tout le pays, dans les 4 régions du pays et puis dans la capitale. Donc ça, c'est sur les lignes investissement où la croissance est très grande. Maintenant, du côté du fonctionnement, du côté des activités, parce qu'en réalité, et c'est le péché mignon de notre budget, vous avez le personnel, le ministère nous a mis à nos dispositions plus de 1200 cadres, évidemment, qui sont à nos dispositions. Alors, donc, l'État les paye, mais il faut leur productivité. Donc, il faut des activités. Ouais. Alors, donc, ce qui se passait au ministère des Sports, c'est que vous avez que 2 lignes pour l'accompagnement de l'équipe nationale. C'est-à-dire, vous trouverez que si vous enlevez l'investissement, vous enlevez les salaires, vous trouvez donc la ligne activité qui est consacrée pratiquement à la ligne accompagnement des équipes nationales. Ce qui veut dire que les 1200 personnes que vous avez, à part ceux qui s'occupent principalement des infrastructures, tout le reste doivent accompagner les équipes. Et donc, le développement au niveau national, il n'y a aucune ligne. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, vous trouverez que toute la course du ministère, pendant des années, était orientée vers cet accompagnement des équipes nationales. Dans cela, il y a des arrêtés conjoints. Donc, il faut la ligne la plus élevée, qui prend presque 90%, ce sont les titres de voyage, qui sont gérés naturellement par le ministère du Budget, parce qu'il faut louer des avions, les billets d'avion et tout ça pour tous ces déplacements, et puis les hôtels à l'étranger, et vous ajoutez à cela, évidemment, les primes qui sont définies aussi par arrêté conjoint. Alors, c'est à ce niveau, nous avons des difficultés de décaissement. Et donc, cela fait que nous crée un problème. Le personnel est orienté que pour ces missions, que les ordres de mission. 2, ça doit suivre un processus qui demande que ça parte de la primature, présidence, ça peut être au ministère de l'économie, trésor, banque centrale. Alors, c'était difficile. Absolument. Donc, il faut trouver un moyen pour alourdir cela. C'est pour cela, dans le dernier décret... Il n'y a pas possibilité de faire une planification annuelle, par exemple, sur les activités qui sont déjà connues? La planification, elle est là, c'est ce que vous dites. L'État, c'est priorité. Quand ça part dans le circuit, c'est une lourdeur. Ce que nous avons proposé, c'est pourquoi dans le dernier décret, nous avons posé clairement qu'on ait une direction nationale de développement des disciplines sportives qui devrait avoir un budget ou consacré uniquement à ces programmes développement sport scolaire dans les communes, dans les activités. Ainsi, nous permet d'avoir, si nous avons 1 franc à ce niveau, ce 1 franc-là sera destiné au niveau national. Maintenant, nous avons proposé d'avoir le Nimba Sport, la direction générale de Nimba Sport, qui devait être une régie, au lieu qu'on passe par tous ces circuits. Évidemment, cette régie devrait recevoir, dans les conditions normales, les taxes sur le tabac, l'alcool, et les jeux de hasard, et que nous avons demandé dans la télécommunication, qui devrait financer le sport, alors devait être reçu par cette agence, par cette direction, mais aussi cette direction qui devait gérer les stades, donc comme des compétitions, alors ça permettrait immédiatement de fonctionner comme une entreprise privée. Et là, 72 heures suffit pour payer, et nous avons commencé par faire les P4, tout que les primes soient payées en priorité. Ça devrait plus suivre le circuit normal ou la lourdeur administrative. Donc, dès que l'ordre de mission est fait, automatiquement, Nimba Sport devait être capable de virer automatiquement comme un virement normal dans les 72 heures et devait aussi être capable de planifier évidemment les voyages. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire ça, les voyages, plus tu fais la réservation tôt, plus ça coûterait moins cher. Ouais. Et là, cette planification devait être faite par elle, les réservations, les hôtels, tout ceci devait être payé à temps. Parce que dans les conditions normales, l'administration est en train de faire un travail qui doit être fait par des privés. Et c'est d'ailleurs pourquoi le ministère dépend des agences de voyage et des agences d'activités qui sont basées à l'étranger. Je suis venu, vous verrez qu'il y a 3-4 entreprises pratiquement qui gèrent cela. Alors, au lieu de le faire, ceci devrait le faire avec le Nimba Sport. Ça pourrait nous permettre de résoudre et d'ajouter. Et qu'est-ce qui retarde la mise en place de Nimba Sport, monsieur le ministre? Oui, maintenant que là, c'est une réforme, c'est l'une des réformes les plus difficiles que nous avons engagées, parce que ça touche beaucoup d'intérêts. Il faut le dire la vérité. Mais donc, nous avons voulu une SA immédiatement, pour nous permettre d'avoir un conseil d'administration et un commissaire et compte et tout cela. Et ce circuit, c'est dans le circuit à le portefeuille
au niveau du portefeuille au ministère de l'économie et des finances. En attendant, nous avons pu obtenir quand même, avec la volonté politique du président, une direction générale de Nimba Sport. Il y restera, l'étude de faisabilité est terminée et nous avons confié au cabinet Lawson Madison qui a fait l'étude de faisabilité pour savoir évidemment comme sera sa mission. Tout ça, ça a été produit hier. Nous allons donc tendre à l'ensemble des partenaires pour que la nouvelle direction qui vienne, il y ait déjà un document de l'étude de faisabilité qui dit comment il doit le faire et ça demande évidemment un soutien extrêmement fort. Et ceci permettra d'avoir le premier service de centre de compétences qui appartient au ministère, qui pourrait même rendre aussi service à d'autres ministères. Et ça, nous pensons que 2026, c'est le sentier de l'opérationnalisation de Nimba Sport qui pourrait nous permettre d'améliorer nos prestations vis-à-vis des athlètes, vis-à-vis évidemment des prestataires qui ont des milliards, parce que je peux vous dire que le prestataire principal, on le devait plus de 300 milliards de nos francs. Et évidemment, ceci, c'était des entreprises qui pourront tomber en faillite si nous ne faisons pas, évidemment, d'efforts pour les payer. Et là, Nimba Sport aura la responsabilité de payer ces entreprises-là à temps, même aussi, mais à condition que tout le monde s'associe et que toute la famille s'associe aussi pour que les taxes soient prélevées. Pour que les taxes soient prélevées et que cette régie devienne une réalité. Ça va nous éviter toute la lourdeur administrative aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. D'accord. Avant d'aller, oui, une dernière question peut-être. En attendant Nimba Sport, quelle politique de diversification des ressources aujourd'hui, monsieur le ministre? Parce qu'on se rend compte qu'en Guinée, il y a une forte dépendance de l'État. Dès que les fonds manquent au niveau de l'État, et nos disciplines sportives ne peuvent plus fonctionner. Alors qu'il y a une possibilité de développer aujourd'hui des partenariats, des sponsoring, des partenariats et même des droits télé. Pourquoi en Guinée ça ne marche pas? Non, vous avez complètement raison. C'est pour ça, vous avez vu toute ma communication, nous sommes en train, notre politique que nous allons valider bientôt, va quitter, c'est-à-dire la politique actuelle que nous avons élaborée et qui doit passer en validation, nous avons fait la pré-validation, il y aurait l'atelier de la validation, va nous permettre d'orienter vers le sport, activité physique et sport, l'économie sportive. Et cela demande à ce que, parce qu'il y avait des branches qui n'étaient pas, le sport était considéré comme juste une activité sportive. D'ailleurs, avec une direction nationale du sport et des activités physiques. Maintenant, donc, qui veut parler de l'économie sportive veut parler du marketing sportif. Ouais. C'est pour ça, dans la structuration, le Nimba Sport aura un rôle purement marketing pour le branding guinéen. Pourquoi le Nimba? Parce que c'est ce que vous devez savoir. La participation, c'est le symbole de la Guinée. Oui, aussi la participation des équipes au niveau international, où l'organisation ici des grands événements n'est pas faite pour développer les sports. C'est pour faire la promotion diplomatique, le repositionnement du pays. Et c'est ça le rôle, absolument. Donc, c'est pour vendre le drapeau, vendre le branding, vendre, évidemment, notre hymne national. Et c'est ça pourquoi ce sont nos ambassadeurs. Nos athlètes sont des ambassadeurs d'office dans tous les pays. Donc, ce qui veut dire que, globalement, le ministère des Sports, en réalité, se résumait à ce rôle. À cause de cette ligne budgétaire, nous sommes en train de dire que ce rôle va se permettre de développer et d'aller vers l'économie sportive. Les stades, vous ne pouvez pas investir 150 millions de dollars dans un stade et penser le gérer avec une direction qui ne peut pas le rembourser. Donc là, nous partons vers la vente des billets. Ça doit être clair. Les événements organisés, tout doit être payant. Et ça, c'est pourquoi aussi nous profitons de l'occasion pour préparer le public et l'ensemble des ministères pour leur dire, comme nous avons commencé avec Kamen Plage. Kamen Plage, aujourd'hui, c'est l'État qui l'a investi, c'est le ministère qui l'a fait et nous avons passé la gestion à un opérateur privé. Tout le monde paye. Et les stades aussi, chacun devrait l'intégrer que le stade du 28 septembre, le stade de Nongo, tout doit être payé. Chacun doit payer, évidemment, pour nous permettre de rembourser. Et ça, l'opinion doit se préparer parce que nous avions l'habitude que si c'est le stade, c'est gratuit. Tu veux faire un meeting au stade, le CILI, c'est gratuit. Rien ne sera gratuit. Il faut rompre avec la gratuité. Donc ça commence donc pour aller vers l'économie sportive, ça commence d'abord à dire payer. Il faut que nous ayons l'attitude de payer. En attendant que la régie nous envoie les toutes premières questions, Monsieur le ministre, comment appréciez-vous aujourd'hui la prestation des différentes fédérations? Quel regard portez-vous sur leur fonctionnement, leur gouvernance? Effectivement, vous avez complètement raison. Quand nous sommes venus par rapport à la refondation, dans le développement des disciplines, il y a d'abord la gouvernance. La gouvernance,
c'est le ministère qui a la responsabilité de développer les disciplines. Mais vu la diversité des disciplines, nous en avons 80 et quelques, dont la Guinée aujourd'hui a plus de 50 évidemment fédérations agréées, évidemment, nous sommes obligés de faire une délégation de pouvoir. Et cette question, nous insistons dessus. La première, c'est que quand nous sommes venus, les gens pensaient que les fédérations appartiennent à ceux qui les gèrent. C'est-à-dire, pour eux, c'est ma fédération, c'est ma propriété. C'est les différents présidents, quoi. Alors que ce n'est qu'une délégation de pouvoir de l'État qui vous donne un agrément et qui vous donne une délégation de pouvoir. Donc, cette question n'était pas bien comprise vis-à-vis de la famille. Je crois qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés, c'est pour la première fois que l'État a retiré une délégation de pouvoir au basket, évidemment, pour la restructurer, et nous sommes prêts aussi à le faire. Et donc, deuxième point, le football, qui était, évidemment, qui a connu, parce que c'est le plus grand. Quand il a des problèmes aussi, c'est aussi grand. Donc, nous avons réussi à éviter à la Guinée, en 2025, une crise importante parce que nous ne sommes plus tombés, nous avons dit, jamais un Conor en Guinée. Donc, ce qui veut dire que, quelle que soit la nature du problème, il faut le résoudre. Et donc, c'est pour la première fois qu'en Guinée, nous avons eu un changement de gouvernance et que, évidemment, la Guinée n'est pas tombée dans un Conor. C'est-à-dire, là, il y a eu, l'institution a commencé, c'est pourquoi d'ailleurs, l'ensemble des programmes ont continué avec la FIFA, avec la CAF, parce que l'État a pris ses responsabilités pour dire, avant d'être affilié à la FIFA, avant d'être affilié à la CAF, vous êtes d'abord une association guinéenne qui relève d'un ministère. Et que ce ministère, donc, vous a donné la délégation de pouvoir et que, quelle que soit, évidemment, l'opinion, parce que c'est ça qui était le problème. L'opinion mettait la pression. C'est le respect des statuts et règlements. Il y a le statut et le règlement, mais il y a la loi sur le sport qui est d'abord la Bible de tout le sport. Ça n'existait pas avant. Et aujourd'hui, ce qui se passait, on se dit, non, le statut c'est pour nous. C'est pour nous. Donc, c'est nous qui décidons. Nous faisons ce qu'on veut. Mais nous disons, au-delà de ce statut, il y a une loi qui est la loi supérieure, la loi 018 sur le sport, qui vous donne la délégation de pouvoir et qui vous dit comment vous devez fonctionner. Et que la fédération ne vous appartient pas. Si vous n'êtes pas d'accord, M. Condé, avec mon cher ami Kamisoko, alors, au lieu d'aller créer votre fédération parallèle, vous devez attendre, évidemment, la fin de son mandat pour pouvoir postuler. S'il ne peut pas, si vous avez la capacité de l'éjecter, vous devez utiliser, évidemment, la loi pour le faire, mais pas une fédération. Donc, aujourd'hui, c'est clair pour toutes les fédérations. Le ministère prend position. Ce que le ministère ne faisait pas. C'est-à-dire, terminer la fantaisie. C'est terminé. On ne peut pas avoir le bicéphalisme. Soit on te dit c'est avec Condé ou avec Kamisoko. Mais on ne peut pas être avec Kamisoko et avec Condé en même temps. C'est ce qui s'est passé dans les fédérations. Donc, on entretient les crises inutiles. Le ministère lui-même entretenait parce que il ne prenait pas position. Nous avons dit donc à la fédération guinéenne, trouvez-vous une solution, présentez-nous un président. On ne peut pas avoir deux présidents. Donc, il fallait forcément que la crise soit résolue et qu'on ait un seul président. Et la crise a été résolue. Et la crise sera résolue avec l'implication, vous avez tous suivi, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de cela. Et nous les avons dit aussi aux fédérations que le rôle du ministère et le rôle des fédérations n'est pas de gérer les crises, c'est de s'occuper des athlètes et du développement des disciplines. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater. Ça que fédération est orientée vers l'organisation de son championnat, le développement demande à ce que vous ayez au niveau national une structure exécutive, vous ayez au niveau régional une ligue, vous avez au niveau de la préfecture un district, vous avez au niveau des sous-préfectures un sous-district, vous avez au niveau des quartiers une commission et vous avez des clubs qui sont affiliés à cela. C'est ce travail qui l'organisation des compétitions. On va aller avec donc cette mission est en train d'être comprise et les crises sont en train de disparaître progressivement. Maintenant, le reste, il faut trouver les fonds pour que le développement, l'animation sportive soit une réalité sur le terrain. Effectivement. Alpha Aboubakar Baldé de Dixine, qui vous pose cette question. Avez-vous des visions à court terme pour construire et aménager à travers tout le pays des terrains gazonnés à l'image du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou même du Mali? En 30 secondes. Vous avez raison. Nous avons donc le programme de 46 stades de proximité, donc les 33 préfectures plus évidemment les 13 communes de Conakry, et qui est déjà engagé. Et vous constaterez que
Ça a commencé par Conakry, déjà. Les stades de proximité ont commencé avec l'existant. Parce que l'autre problème aussi que nous avons... terrain gazonné. Oui, c'est ça, j'ai dit. Vous allez le constater. Maintenant, là, on ne fait plus. Donc, que ce soit Lambagny, c'est déjà un qui est déjà disponible. Dixine, c'est déjà gazonné. C'est la première fois. Et vous allez voir au niveau du pont, ça commence. Ceux qui sont déjà disponibles, nous avons 19 qui sont en sentier. Et ça va continuer avec les 46 au niveau préfectoral. Et nous avons dans les 366 l'autre programme pour les 366 sous-préfectures. Parce que vous avez des sous-préfectures comme Kamsa, Sangaredi, Djeke, Kintia et autres qui sont des grandes sous-préfectures où il faut faire la même chose. Donc ce programme, c'est le deuxième programme dont je vous disais qu'il faut le lancer dans les collectivités. Donc communes rurales, communes urbaines, nous avons 46 plus 366. Ce programme est lancé. Nous demandons à ce que, évidemment, cela soit financé et que soit accepté d'abord que le programme existe. Le ministère du Budget existe là. Donc, pour résoudre ce problème. Maintenant, mais il faut soulever le gros problème qui demande l'accord et le soutien des communautés, c'est la disponibilité des espaces. Et les villes ont grandi et nous n'avons pas d'espace. Donc il faut que, les communes, les délégations spéciales, le ministère du Habitat nous aident à ce que aussi l'urbanisation tienne compte dans les chemins d'aménagement de nouvelles villes, de nouveaux quartiers. Un deuxième citoyen, monsieur le ministre Alcine Savané, lui, il est de Bessia. La Guinée a perdu son litige contre la Tanzanie. Elle ne sera pas à la CAN 2025. Qu'est-ce qui explique l'échec de la Guinée dans ce litige face à la Tanzanie? D'abord, nous devons être très fiers que la Guinée, parce que dans ce que je vous disais, le développement des disciplines sportives, il y a ce qu'on appelle la justice sportive, qui n'était pas pratiquement connue par les Guinéens. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous demandons d'ailleurs que des jeunes journalistes, des jeunes avocats se spécialisent évidemment, dans ce qu'on appelle la justice sportive, parce que elle qui vous permet de connaître qu'est-ce qu'il faut, les règlements qui sont édités au niveau national, international, et quels sont les différents recours. Et évidemment, nous avons prévu dans notre loi sur le sport d'avoir notre tribunal arbitral au niveau national. Donc ça, c'est déjà important que la Guinée, quand le problème s'est posé, on pouvait dire, évidemment, comme d'habitude, ça ne va pas. On laisse comme ça. Mais les conditions de ce match demanderaient à ce que la Guinée montre que, évidemment, nous allons jusqu'au bout. Et nous sommes allés jusqu'au bout dans ce litige. C'est clair. Donc, que ça soit au niveau de la CAF, que ça soit au niveau de la FIFA, la TAS, personne ne nous dit que c'est faux. Tout ce qu'on nous dit, c'est que, oui, c'est insuffisant pour pouvoir disqualifier la Tanzanie. Mais la question principale qui se pose, ce n'est pas forcément là. Ce sont les intérêts aussi. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas dire publiquement, mais ce que vous pouvez le savoir, la Tanzanie, c'est 60 millions d'habitants, c'est plusieurs sociétés, et la Coupe d'Afrique, il y a un grand sponsor qui a investi, et il y a des droits télé associés, où il y a des grandes sociétés qui ont payé des droits télé en Tanzanie et dans beaucoup d'autres pays. Et la Tanzanie fait partie des pays qui doivent organiser. Vous pouvez comprendre pourquoi cette décision n'est pas sortie de sitôt. Aussi bien au niveau de la CAF, au niveau de TAS, il a fallu du temps, il a fallu que des lobbies se passent de tous les côtés. Ce que nous pouvons dire aux Guinéens, c'est d'abord d'intégrer que oui, on peut avoir le résultat sur le terrain, mais aussi, il faut tenir compte, et là, notre fédération et l'ensemble de ceux qui veulent rentrer dans le management du sport doivent intégrer tous ces facteurs aujourd'hui dans les victoires. Comment faire pour que nous soyons préparés à ne pas être toujours sanctionnés, parce que la Guinée a été longtemps sanctionnée. Comment faire pour que quand l'autre est en faute, nous puissions détecter la faute, et comment faire pour pouvoir évidemment obtenir un résultat. C'est ce que ce processus nous a permis. Nous sommes allés jusqu'au bout. Ça nous a permis à notre fédération de s'habituer, de comprendre comment ça se passe et comment nous allons éviter pour nous-mêmes et comment dorénavant nous pourrons aussi poursuivre pour gagner. Question suivante. Un autre citoyen, Boubacar Bari de Mali Yemberen, qui dit que les Guinéens ambitieux de voir leur équipe de football parmi les meilleurs à la CAN la voient pourtant être éliminés très tôt. Quelles dispositions avez-vous prises pour rassurer et soulager les passionnés de football à l'avenir?
on ne peut pas récolter ce que nous n'avons pas semé. J'ai été à Mali-Yembéré. Maintenant, là, nous sommes en train de faire un terrain à gazon synthétique là-bas. Et j'ai vu combien de fois nous avons de grands athlètes. Mais quelle est la probabilité pour que ceci soit à l'équipe nationale? Le travail du développement du sport à la base, aussi bien dans les collectivités, dans les garnisons militaires et dans les écoles, dans les universités, n'a pas été fait. Et, conséquence, nous sommes obligés d'aller chercher, d'avoir une équipe colmatée, parfois, en allant chercher des binationaux, tout ceci, c'est difficile. Donc, il faut qu'on accepte que les réformes que nous avons commencées, que ce soit au niveau des infrastructures, la formation des arbitres, c'est à Guinée, l'année dernière, jusqu'en 2024, en 2020, nous n'avions que 2 entraîneurs qui avaient la licence CAF A. C'est maintenant que nous sommes en train d'aller vers 5 ans de former et nous avons formé licence D, C et autres. Ce travail de fond, si ça n'a pas été fait, on ne peut pas avoir le résultat escompté. Nous avons du talent nature, mais il fallait investir dans le sport. Et ça, chacun doit s'impliquer de la base jusqu'au sommet. Le public, on a besoin. Je suis très heureux, je profite de l'occasion pour faire un petit coucou au public de l'AS Kaloum, et qui aujourd'hui est en train de remplir le stade. Nous avons lancé ça aussi. Il faut être là aussi pour permettre de pousser, doit être rempli. Les journalistes sportifs doivent changer de paradigme et de narratif. Parce que je crois que Liliane Goutin les a dit ici, que le championnat espagnol, avant, il y avait que le Real Madrid et le Barça. Mais il en a fait une affaire au niveau de Canal qui fait qu'aujourd'hui qu'on pense que le championnat espagnol, c'est le meilleur championnat. Il a dit publiquement que les Français ont passé à taper sur leur championnat jusqu'à ce que le public a compris que c'est le mauvais championnat. Et donc finalement, le public, les journalistes aussi ont un grand rôle de promotion de nos championnats. Parce que nos joueurs qui sont là, ils ne sont pas connus. Mais dès qu'ils font à l'étranger, ils sont meilleurs, ils ne sont pas valorisés. Et là, le côté du marketing sportif et du journalisme sportif, aussi, il y a une réforme qui est faite. L'autre côté, c'est le public sportif que nous sommes en train de profiter de l'occasion pour les remercier pour leur comportement à la CHAN. Au CHAN, de l'autre côté, c'est pour la première fois où les journalistes et le public, nous les avons donné complètement la responsabilité d'accompagner une équipe et c'était ça a été difficile pour eux, mais c'était bien passé et je pense que il faut continuer ces réformes. L'émission est terminée. Avant de rendre l'antenne, votre dernier mot, monsieur le ministre. Mon dernier mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, le sport, c'est une industrie. L'économie sportive va devenir une autre économie dans les années à venir. Il faut y investir et que ceux qui y croient, le secteur privé qui a déjà investi dedans, nous voulons les encourager et leur dire que continuez de croire au sport, investissez. Le marketing sportif, l'ensemble des journalistes sportifs, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Vous avez fait un bon choix de choisir le sport, mais il faut absolument augmenter le gâteau. C'est-à-dire, soyez constructifs pour que le sport génère de l'argent pour pouvoir évidemment rémunérer tout l'écosystème, parce que plus c'est bon, les joueurs ils vont gagner. Le marché sportif d'abord guinéen va être un marché rentable entre les différents clubs, les académies. Les événements sportifs vont générer de l'argent. Évidemment, les restaurants, les transports, tout ceci, chacun peut profiter de l'écosystème. Si chaque week-end, on peut profiter pour remplir le stade du 28 septembre avec les 36 000, les stades de Nongo, les 50 000, c'est ça, parce que c'est mon souci. 2026, je vais mettre ce stade à la disposition du public. Mais est-ce que allons-nous attendre que les 3-4 matchs de série nationale pour pouvoir occuper? Donc, le public doit aussi saisir au bon pour que les droits télé reviennent, pour que l'argent puisse, comme dans les grands championnats, le sport puisse générer son propre. C'est ça le dernier mot. Et demander au président de continuer à appuyer pour que nous ne soyons pas à moins de 2000 milliards chaque année pour les 3 années à venir, pour que 2030, la Guinée puisse d'abord